Bonjour à tous les Ambétois et les Ambétoises. Je suis vraiment heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Vous avez parlé de la jeune femme qui retourne au village, mais il faut rappeler qu'elle est née dans ce village et qu'elle a quitté ce village à l'adolescence. Donc, une fois installée en ville, elle va sentir comme si une part d'elle était restée dans ce village. Notamment son arrière-grand-mère décédée, sa grand-mère vivante et son histoire, elle, dont elle est tout le temps appelée par ce lieu qui la nourrit. J'ai vraiment choisi de traiter ce sujet et de me questionner, de m'interroger sur la place des lieux que nous n'habitons plus dans nos cœurs. Et moi, il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, que je vais vous proposer de lire. Ce personnage arrive et va sur la tente de son arrière-grand-mère, qui est quelqu'un qui est mort longtemps, 13 ans je crois, avant le début de l'histoire, mais qui est quelqu'un qui est resté très important pour elle. Et voilà, s'il vous plaît. Merci. Il y a 3 pierres sur la tombe. Je me lève et je me dirige vers sa tombe. Quelqu'un a pris soin de planter l'arbre de paix. Je remercie la défunte pour sa présence dans ma vie chaque jour, ses visites dans mes rêves et son sourire qui jamais ne flétrit. Il y a 3 pierres sur la tombe. J'ignore qui les a posées là, mais je devine la signification. Certaines familles choisissent de ne pas exhumer le corps après des années pour en extraire le crâne. Avant l'inhumation, ils prennent une pierre et la frottent sur le front du défunt. Cette pierre fait office de relique et est conservée avec les mêmes précautions que l'os. Je m'approche, ramasse de la terre autour de la pierre et la lèche. Elle a un goût salé. Je ne me suis pas trompée, c'est bien les reliques de mon aïeul. Je coupe les feuilles dans lesquelles j'emballe soigneusement une partie de cette terre. Non seulement elle me protégera du mauvais œil, mais servira de médicament chaque fois que je me sentirai fébrile. Je serai en connexion directe avec mon aïeul. Je suis porteuse d'un lourd héritage ancestral que je ne souhaite pas trahir. Dans le roman, il y a une très grande place qui est accordée à l'évocation des traditions, comme dans cet extrait, et notamment tous les rituels, toutes les traditions liées aux morts. Le livre s'ouvre avec un proverbe bamiléké qui dit que les morts ne sont pas morts. Et dans tout le texte, vraiment la présence des personnages qui sont défunts est palpable, et, enfin, en tout cas pour la narratrice. Bon, il était vraiment question pour moi, non pas de démontrer, non, mais de dire aux gens, aux lecteurs de ce roman que la tradition reste l'âme d'un peuple. J'ai grandi avec mes aïeuls à moi, tout comme la narratrice. J'ai grandi avec mon arrière-grand-mère, j'ai grandi avec ma grand-mère et elles ont eu le temps de faire le transfert, de me donner ce qu'elles avaient. Et quand j'écrivais le roman, je me posais la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à la génération prochaine? Et tout ce que j'avais à transmettre, c'était ça. Mon héritage, ce n'était pas un très grand compte bancaire quelque part, mais c'était vraiment cette tradition, ces manières, cette façon de vivre que j'ai accumulée en moi et que j'aimerais perpétuer. Et il était aussi important pour moi de raconter ce peuple-là, ce peuple bamiléké qui vit sur la montagne à l'ouest Cameroun. Je me disais, il ne peut pas y avoir de peuple sans mémoire. Il faut toujours sauvegarder la mémoire d'un peuple. Et j'ai parlé de la chefferie. Je voulais vraiment présenter ces grands royaumes que les autres prennent comme des mythes. C'est vrai, c'était une fiction que j'écrivais, mais j'ai toujours dit, j'ai vraiment voulu qu'elle soit entre le documentaire et la fiction, que les gens puissent se repérer quelque part dans l'écriture. Parce que je sais, moi aussi je suis une lectrice. Chaque fois que je lis un livre et que je repère un lieu que je connais, je souris. Par exemple, si demain je lis un livre et que je vois Ambert, rue de la République, je vais sourire et je vais dire, j'étais à cette rue. Pourtant, sans effort,
je dénombre 5 générations du lignage de ma mère. Et donc, enfin, c'est la lignée par la mère qui est importante pour ce personnage. Et dans le livre, on a l'impression que ça illustre le fait que les femmes, et cette lignée matrilinéaire, c'est la colonne vertébrale de la famille. Pas seulement de la famille, mais de la société. Parce que l'enfant est rattaché à la femme. Il y a un proverbe qui se répète encore et encore, qui dit c'est la femme qui connaît le vrai père de l'enfant. Non pas que la femme, entre parenthèses, trompe son mari, mais pour dire la femme, elle a le droit d'attribuer la paternité de son enfant à qui elle veut. Donc si le père légitime n'est pas responsable, elle a le droit de lui dire tu n'es pas le père de mon enfant. La femme, elle a tous ces droits-là. Et d'ailleurs, en parlant de lignage dans des familles de cette communauté, c'est l'oncle maternel de l'enfant qui est considéré comme le vrai père de l'enfant. Et je le dis quelque part dans le roman. C'est-à-dire, lors de la cérémonie de dot, c'est à l'oncle maternel qu'on va remettre des présents. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la famille maternelle qui s'occupe très souvent des enfants. Il y a comme une attitude démissionnaire des hommes. Je ne sais pas d'où elle vient, certes. On dit qu'elle vient de la période coloniale où les hommes étaient arrêtés, emmenés en guerre et les femmes restaient s'occuper des enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une chose qui est vérifiable, c'est que l'homme ne se sent pas toujours responsable dans cette société-là à l'égard du jeune enfant. C'est toujours la mère qui doit mettre la tête sous l'eau pour subvenir aux besoins de l'enfant, pour veiller à ce que la famille tienne droite, pour veiller à ce que le noyau familial ne tombe pas. Et quelque part dans le roman aussi, je pense que je le dis, lorsqu'un foyer, lorsqu'un mariage va bien, on félicite l'homme, on dit qu'il s'occupe bien de son épouse. Mais lorsqu'un foyer décline, on accuse la femme de s'en être pas occupée. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour cela que je reviens sur la question de l'affirmation des femmes. Je dis, on ne peut pas nous reconnaître notre force dans la sphère privée et la nier dans la sphère publique. Si c'est vrai que c'est nous qui tenons les foyers, si c'est vrai que c'est nous qui tenons les ménages, alors que les présidents de la République démissionnent dès qu'on installe les femmes, parce qu'elles font déjà très bien le boulot dans des familles. Déconcertant et intéressant. Oui, déconcertant peut-être, mais je vais dire, le paranormal n'est pas qu'un univers africain. Le christianisme est plein de faits paranormaux auxquels nous croyons. Je ne vais pas dire qu'il y a plein de mensonges, mais il y a plein de trucs que nous ne comprenons pas dans le christianisme, mais nous disons quand même Amen. Pour dire, dans les traditions africaines, il y a aussi cet univers paranormal qui existe. J'ai essayé d'expliquer ça dans le livre en disant que la spiritualité bamileke, parce qu'ici il est vraiment de question de spiritualité, de façon de vivre. Il n'est pas question de religion. Il est question de comment tu vis, quel est ton rapport avec la nature, quel est ton rapport avec l'au-delà, avec l'absolu. La spiritualité bamileke repose sur la vie et la mort. Et la mort est un élément très important, d'ailleurs capital dans le cycle de vie, parce que les Bamileke croient que les morts ne sont pas morts. La mort est un autre niveau de vie. Et c'est pour ça qu'ils ont un culte qu'on appelle culte des ancêtres. Les colonisateurs ont appelé ça culte des crânes. Ils étaient très ignorants parce que là, ils n'ont rien pigé, mais c'est le culte des ancêtres. C'est-à-dire, une personne qui meurt, que j'ai aimé, qui est partie, en fait, n'est partie qu'en chair. Il y a son âme qui reste. Et cette âme qui reste veille sur moi. Et je pense que c'est ce que les religions monothéistes disent là dehors, partout. Et personne ne les contredit. Mais je ne comprends pas pourquoi quand ce sont des peuples autochtones, quand ce sont des peuples de la campagne, peut-être comme Amber, on va dire non, ce que vous dites n'est pas réel. Si ça ne vient pas de Paris, c'est pas réel. En fait. C'est un peu ça. Donc, dans la spiritualité bamileke, les morts occupent une place importante. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre,
Mais après des années, on va exhumer son crâne. On va exhumer son crâne qu'on va garder à la maison. On va le choyer, on va le nettoyer, on va l'arroser de sel et d'huile pour se rappeler de la mémoire de la personne. On ne va pas adorer le crâne, mais on va vénérer le crâne parce que c'est la preuve physique que la personne a existé. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on nous baptisait? On nous dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Désormais, tu ne t'appelles pas Kenyé, tu t'appelles Pierre. Et c'est ce qui a vraiment marché. C'était une théorie de l'effacement, effacement de la langue, effacement des noms. Et c'est comme ça qu'on tient un peuple. Et du coup, je m'appuie vraiment sur la question de la langue parce que je trouve que la langue, c'est quand même le nerf de la guerre. Quelqu'un qui ne sait pas parler sa langue, mais comment est-ce qu'il va convaincre le monde? Mais je crois que la langue est un pouvoir. La langue est un pouvoir parce que si je suis assise avec l'homme, nous parlons une langue que vous ne comprenez pas, vous ne serez pas intéressé. Nous pouvons faire un coup d'état en Amber et personne ne saura de quoi, ce qu'on planifie là. Donc je pense que la langue comme code, c'est vraiment l'élément essentiel dans la construction d'un peuple, dans la construction d'une mémoire, dans la construction de l'être même. Parce que avoir la capacité de dire « ceci est ma langue », c'est-à-dire ce n'est pas seulement la langue qui est parlée, c'est aussi synonyme de, de notre langue qui est un organe du corps humain. C'est-à-dire avoir la capacité de dire « ceci est à moi ». Ouais. Et donc vous vivez principalement au Cameroun ou... Je vis principalement au Cameroun, oui. Et je vis entre la ville et la campagne. Je viens en ville quand je veux vivre ma vie de jeune femme, quand je veux vivre mon grand désordre de jeune femme. Et quand il faut faire des choses sérieuses, quand il faut écrire, je vais en campagne. Je vais en campagne. Non seulement j'écris, mais j'accompagne ma grand-mère au champ. Et pas seulement ma grand-mère, toutes les grand-mères du quartier. Parce que pour moi, les personnes âgées sont une source inépuisable de richesse, d'énergie. Je passe du temps avec elles et tellement elles me nourrissent. Ouais. Merci.